Regardez cette carte du monde accrochée au mur de votre chambre. L'Amérique du Sud à gauche, l'Afrique à droite, l'Europe en haut, l'Australie en bas. Vous la connaissez par cœur. Vous pourriez fermer les yeux et pointer du doigt n'importe quel pays. Cette carte vous semble éternelle, immuable, comme si la Terre avait toujours eu ce visage. Mais voici la vérité que personne ne vous dit, cette carte ment. Elle ment parce qu'elle fige un instant fugace. La Terre que vous voyez sur ce bout de papier n'est qu'une photographie, prise dans un film qui dure depuis des milliards d'années. Une seule image parmi des millions. Et si vous pouviez appuyer sur le bouton d'avance rapide, vous verriez quelque chose de terrifiant. Les continents ne restent pas là où ils sont. Ils glissent, ils dérivent, ils se déchirent, se percutent, se fondent les uns dans les autres comme des icebergs dans un océan de roches en fusion. L'Amérique du Sud s'éloigne de l'Afrique de quelques centimètres chaque année. L'Inde fonce vers le nord et écrase l'Asie, soulevant l'Himalaya un peu plus haut à chaque instant. L'Atlantique s'élargit, le Pacifique rétrécit. Dans 250 millions d'années, les continents que vous connaissez auront disparu. Ils seront tous soudés en un seul supercontinent brûlant, entouré d'un océan sans fin. Et la carte que vous regardez maintenant ne sera qu'un souvenir enterré sous des kilomètres de roches. Vous croyez marcher sur de la terre ferme. Vous croyez que le sol sous vos pieds est solide, stable, fiable. C'est le plus beau mensonge de la planète. La vérité, c'est que vous vivez sur un radeau de pierre, mince comme une coquille d'œuf, qui flotte sur un océan de roches chauffé à blanc. Ce radeau mesure à peine 100 km d'épaisseur. En dessous, c'est l'enfer. Des milliers de kilomètres de roches si chaudes qu'elles coulent comme du miel, si denses qu'elles écraseraient n'importe quel objet venu de la surface. Et ce radeau ne reste pas immobile. Il dérive, il tourne, il plonge. Parfois, il se brise en morceaux. D'autres fois, il percute un autre radeau et les deux s'entrechoquent avec une violence inimaginable, créant des chaînes de montagnes hautes de plusieurs kilomètres. Vous ne le sentez pas, parce que tout se passe à une vitesse d'escargot, quelques centimètres par an. Mais à l'échelle géologique, c'est une course folle, une danse chaotique qui ne s'arrête jamais. Voici ce que vous devez comprendre. La Terre n'a pas de visage permanent. Elle se refait constamment. Elle recycle son propre corps. Elle avale des continents entiers, les fait fondre dans ses entrailles et recrache de nouvelles terres ailleurs. Les montagnes que vous admirez aujourd'hui seront rasées dans 100 millions d'années. Les océans que vous traversez en avion disparaîtront. Les villes que nous construisons, les gratte-ciel, les routes, les ponts, tout sera broyé, écrasé, fondu, effacé. La Terre est une machine à détruire les preuves. Elle ne garde rien, elle oublie tout. Et dans cet oubli, des civilisations entières peuvent disparaître sans laisser la moindre trace. Imaginez, si une civilisation avait existé il y a 100 millions d'années, nous ne trouverions probablement rien aujourd'hui. Pas une seule ville, pas un seul outil. Juste peut-être quelques anomalies chimiques dans les roches, des signatures géologiques si subtiles qu'il faudrait des décennies pour les comprendre. Alors pourquoi personne ne vous en parle ? Pourquoi cette vérité reste-t-elle cachée derrière des cartes figées et des manuels scolaires ennuyeux ? Parce qu'elle fait peur. Parce qu'elle nous rappelle que nous ne sommes que des passagers temporaires sur une planète qui n'a que faire de nous. Nous construisons des empires, nous traçons des frontières, nous nous battons pour des morceaux de terre comme si nous allions les posséder pour toujours. Mais la Terre, elle, continue son chemin. Elle a vu naître et mourir des dizaines de supercontinents. Elle a vu des océans s'ouvrir et se refermer. Elle a vu des chaînes de montagnes s'élever puis s'effondrer. Et elle continuera longtemps après notre disparition. La question n'est pas de savoir si nous allons disparaître. La question c'est, quand notre tour viendra, restera-t-il quelque chose de nous ? Un fragment, un éclat, une trace infime dans les couches de roches ? Ou serons-nous complètement effacés, comme si nous n'avions jamais existé ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette réalité vertigineuse. Nous allons descendre sous vos pieds et découvrir ce qui se cache vraiment là-dessous. Nous allons voyager dans le temps, 250 millions d'années dans le futur, et voir à quoi ressemblera la Terre quand les continents se seront tous écrasés les uns contre les autres. Nous allons comprendre comment fonctionne le broyeur géant qui efface toute trace de civilisation. Et nous allons nous demander, si nous disparaissions demain, que trouverait la prochaine espèce intelligente ? Préparez-vous, parce que ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre façon de voir la planète. Mais avant de commencer ce voyage vertigineux au cœur de notre planète vivante, pensez à vous abonner à La Science Assoupie et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Chaque semaine, nous décortiquons les mystères les plus fascinants de l'univers, de l'histoire et de la science. Et croyez-moi, ce que nous allons révéler aujourd'hui n'est que le début. Alors soutenez ce travail avec un petit clic sur le bouton j'aime et plongeons ensemble dans les profondeurs cachées de la Terre. Nous en savons plus sur la surface de Mars que sur ce qui se trouve sous nos pieds. Réfléchissez à ça une seconde.
Nous avons envoyé des robots rouler sur une planète située à des millions de kilomètres. Nous avons cartographié des cratères martiens avec une précision millimétrique. Nous avons analysé la composition chimique de roches martiennes. Mais notre propre planète, elle reste un mystère. Nous vivons sur une boule de roche de 6400 km de rayon, et nous n'avons même pas réussi à gratter la surface. La croûte terrestre, cette fine pellicule sur laquelle nous construisons nos villes, mesure entre 5 et 70 km d'épaisseur selon les endroits. Sous les océans, elle est mince comme du papier. Sous les continents, elle s'épaissit un peu. Mais même là, nous n'avons jamais réussi à la traverser complètement. Le record absolu, c'est un trou creusé par les soviétiques dans la péninsule de Kola, au nord du cercle polaire arctique. Un chantier titanesque qui a duré plus de 20 ans. Imaginez, une tour de forage haute comme un immeuble de 27 étages, plantée au milieu d'une toundra gelée. Des équipes de scientifiques et d'ingénieurs qui se relaient jour et nuit, forant, creusant, descendant centimètre par centimètre dans les entrailles de la Terre. Le bruit des foreuses qui résonnent dans le silence arctique. La chaleur qui monte du puits, de plus en plus intense à mesure qu'ils s'enfoncent. Et au bout de 20 ans, ils atteignent 12 km. 12 262 mètres très exactement. Un exploit technique incroyable. Un record jamais égalé. Mais à l'échelle de la planète, c'est une piqûre de moustique. Même pas. C'est comme essayer de comprendre l'océan en y plongeant le petit doigt. Pour atteindre le centre de la Terre, il faudrait descendre 6400 km. Le forage de Kola n'a même pas traversé un tiers de la croûte continentale. Et encore, ce n'est pas la profondeur qui les a arrêtés, c'est la chaleur. Quand vous descendez dans la Terre, chaque kilomètre vous rapproche du noyau brûlant. La température augmente. À 10 mètres de profondeur, vous avez la température moyenne annuelle de votre région. À 100 mètres, il fait un peu plus chaud. À 1000 mètres, vous commencez à transpirer. Mais à 12 km, c'est l'enfer. Les scientifiques avaient prédit qu'à cette profondeur, la température atteindrait environ 100 degrés. Ils se sont trompés, lourdement trompés. Le thermomètre affichait 180 degrés, presque le double de ce qu'ils avaient calculé. À cette température, la roche change de comportement. Elle devient molle, visqueuse, presque plastique. Elle se déforme sous la pression et referme le trou au fur et à mesure qu'on le creuse. Les foreuses se tordent, se brisent, restent coincées. Impossible de continuer. Le projet a été abandonné. Le puits a été scellé. Aujourd'hui, tout ce qui reste, c'est un couvercle de métal rouillé vissé dans le sol, perdu au milieu de nulle part. Si vous ne savez pas qu'il est là, vous passez à côté sans même le remarquer. Mais sous ce couvercle se trouve le trou le plus profond jamais creusé par l'humanité. Et il ne représente qu'un minuscule grattage à la surface de notre planète. Alors comment sait-on ce qu'il y a en dessous ? Comment connaît-on la structure interne de la Terre si nous ne pouvons pas y descendre ? La réponse tient en un mot, les tremblements de terre. Chaque fois que la croûte terrestre se fracture, elle libère une énergie colossale qui se propage sous forme d'ondes. Ces ondes traversent toute la planète, rebondissent sur les différentes couches internes et finissent par atteindre la surface où des sismographes les enregistrent. C'est exactement comme une échographie médicale. Le médecin envoie des ultrasons dans votre corps, écoute les échos qui reviennent et reconstitue une image de vos organes internes. Les sismologues font la même chose avec la Terre. Ils écoutent les échos des tremblements de terre. Ils analysent la vitesse de propagation des ondes, la manière dont elles se courbent en traversant des roches de densités différentes, les endroits où elles disparaissent complètement. Et à partir de ces données, ils reconstituent une carte de l'intérieur de la planète. Ce qu'ils ont découvert est fascinant. La Terre n'est pas une boule homogène. C'est un oignon géant fait de couches successives. Tout en haut, la croûte. Mince, froide, rigide. C'est là que nous vivons. Juste en dessous commence le manteau. Une couche épaisse de 3000 km composée de roches si chaudes qu'elles se comportent comme un liquide ultra visqueux. Imaginez du caramel chauffé au point de presque bouillir, mais avec la densité du plomb. Le manteau ne coule pas vite, il rampe. Il s'écoule à une vitesse de quelques centimètres par an. Mais cette lenteur est trompeuse. À l'échelle de millions d'années, le manteau est en mouvement constant. Il monte, il descend, il tourbillonne. Et c'est ce mouvement qui fait tout. C'est lui qui déplace les continents. C'est lui qui ouvre et ferme les océans. C'est lui qui construit et détruit les montagnes. Le manteau est le moteur invisible de tout ce qui se passe à la surface. Encore plus profond, à 2900 km sous vos pieds, se trouve une frontière brutale. C'est là que le manteau rocheux rencontre le noyau métallique. Les ondes sismiques ralentissent brusquement en traversant cette frontière. Certaines ondes, celles qu'on appelle les ondes S, s'arrêtent complètement. Elles ne peuvent pas traverser le liquide. C'est comme ça qu'on sait que le noyau externe est liquide. C'est un océan de fer et de nickel en fusion, chauffé à plus de 4000 degrés, qui tourbillonne autour du noyau interne solide. Ce tourbillon
génère le champ magnétique terrestre, celui qui protège la vie à la surface des radiations cosmiques mortelles. Sans lui, nous n'existerions pas. Mais le noyau fait plus que ça. Il alimente le manteau en chaleur, il maintient la convection, il garde la planète vivante. Tout ce savoir vient des tremblements de terre, des catastrophes naturelles qui tuent parfois des milliers de personnes, mais qui nous permettent aussi de voir l'invisible. Chaque grand séisme est comme un flash de lumière qui illumine brièvement les profondeurs. Les sismographes enregistrent tout. Ils captent les moindres vibrations. Ils mesurent le temps d'arrivée des ondes avec une précision de millisecondes. Et grâce à des milliers de séismes enregistrés au fil des décennies, grâce à des réseaux de stations sismiques répartis sur toute la planète, les scientifiques ont pu dresser une carte tridimensionnelle de l'intérieur de la Terre. Ils ont découvert des zones où la roche est plus chaude et monte vers la surface, d'autres où elle est plus froide et plonge vers les abysses. Ils ont même détecté des plaques tectoniques entières qui ont été englouties il y a des millions d'années et qui gisent maintenant au fond du manteau, comme des épaves au fond de l'océan. Mais il reste tant de questions sans réponse. Pourquoi la température était-elle 2 fois plus élevée que prévu dans le forage de Kola ? Comment fonctionne exactement la convection du manteau ? Pourquoi certaines zones semblent-elles immobiles, tandis que d'autres bougent rapidement ? Nous avons une vision floue de l'intérieur de la Terre, comme une vieille radiographie aux contours incertains. Nous savons qu'il y a quelque chose là-dessous. Nous savons que ça bouge. Mais les détails nous échappent. Nous sommes aveugles. Et cette cécité rend encore plus extraordinaire ce que nous allons découvrir maintenant. Comment cette machine invisible, ce moteur caché dans les profondeurs, sculpte le visage de notre planète et efface toute trace de notre passage. Imaginez une casserole de soupe en train de mijoter sur le feu. La chaleur vient d'en bas. Le liquide au fond de la casserole se réchauffe, devient plus léger et commence à monter vers la surface. Une fois en haut, il refroidit au contact de l'air, devient plus lourd et redescend. Ce mouvement crée des boucles, des tourbillons, des courants qui ne s'arrêtent jamais tant que le feu reste allumé. Ce que vous voyez dans cette casserole, c'est exactement ce qui se passe dans le manteau terrestre. Sauf que ce n'est pas de la soupe, c'est de la roche. De la roche si chaude qu'elle se déforme comme de la pâte à modeler. De la roche qui met des millions d'années à parcourir quelques kilomètres. Mais le principe est le même. La chaleur du noyau chauffe le manteau par en dessous, les roches chaudes montent, les roches froides descendent. Et ce cycle, cette convection, ne s'arrête jamais. La source de chaleur, c'est le cœur de la planète. Le noyau terrestre est un enfer de fer en fusion, chauffé à plusieurs milliers de degrés. Cette chaleur ne vient pas toute du début de la formation de la Terre, même si une partie est effectivement un reste de l'époque où des milliards de rochers se sont écrasés les uns contre les autres pour former notre planète. Non, une grande partie de cette chaleur est produite en continu par la désintégration d'éléments radioactifs piégés dans les profondeurs. Uranium, thorium, potassium. Ces éléments se désintègrent lentement, très lentement, mais en se désintégrant, ils libèrent de l'énergie, des quantités colossales d'énergie, assez pour maintenir le manteau en mouvement pendant des milliards d'années. La Terre est une gigantesque centrale nucléaire naturelle. Elle se chauffe de l'intérieur, elle produit sa propre énergie. Et cette énergie, elle doit bien aller quelque part. Elle remonte, elle traverse le manteau, elle atteint la croûte. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que la croûte terrestre n'est pas d'un seul bloc. Elle est fracturée en une quinzaine de plaques géantes et quelques dizaines de plus petites. Ces plaques flottent sur le manteau comme des radeaux sur un océan de mélasse. Et quand le manteau bouge, les plaques bougent avec lui. C'est aussi simple que ça. Les courants de convection dans le manteau traînent les plaques à leur surface. Là où le manteau monte, les plaques s'écartent. De la roche en fusion jaillit du dessous, se solidifie et crée une nouvelle croûte. C'est ce qui se passe au milieu des océans, le long de ces immenses chaînes de montagnes sous-marines qu'on appelle les dorsales océaniques. Là où le manteau descend, les plaques plongent. Elles s'enfoncent dans les profondeurs, se font avaler par le manteau et disparaissent. C'est ce qui se passe dans les fosses océaniques, ces gouffres abyssaux où le plancher océanique se replie sur lui-même et plonge vers l'enfer. La vitesse de ce mouvement est ridiculement lente, quelques centimètres par an, la longueur que vos ongles poussent en 12 mois. Vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, mais sur des millions d'années, ces quelques centimètres deviennent des milliers de kilomètres. L'Atlantique s'élargit de 2 à 3 centimètres chaque année. Ça ne semble rien, mais depuis l'époque des dinosaures, il s'est élargi de 1800 km. 1800 km. Assez pour séparer complètement l'Amérique de l'Europe et de l'Afrique. Et ce mouvement continue. Chaque nuit pendant que vous dormez, l'Amérique s'éloigne un tout petit peu plus. Chaque matin quand vous vous réveillez, l'océan est imperceptiblement plus large. Vous ne vivrez jamais assez longtemps pour le mesurer à l'œil nu. Mais la planète, elle, a tout son temps. Ce qui est fascinant, c'est que le mouvement n'est pas uniforme. Certaines plaques filent à toute vitesse,
d'autres traînent les pieds. La plaque pacifique, par exemple, se déplace à près de 10 cm par an, une vraie Formule 1 à l'échelle géologique. La plaque nord-américaine est plus paresseuse, seulement 2 à 3 cm par an. Pourquoi cette différence ? Parce que toutes les plaques ne subissent pas les mêmes forces. Certaines sont tirées par le poids d'une portion qui plonge dans une zone de subduction. C'est comme si vous teniez une nappe sur une table et que quelqu'un tirait un coin vers le bas. Toute la nappe glisse dans cette direction. D'autres plaques sont poussées par la nouvelle croûte qui se forme au niveau des dorsales. C'est comme un tapis roulant qui avance en continu. Et puis il y a les frottements, les collisions, les résistances. Quand deux plaques se rencontrent, elles ne glissent pas gentiment l'une contre l'autre. Elles se coincent. La pression s'accumule. Et un jour, ça casse. Un tremblement de terre. Une libération brutale de toute l'énergie accumulée. Puis le cycle recommence. Un cycle complet de convection dans le manteau peut prendre 50 millions d'années pour les courants superficiels, jusqu'à 200 millions d'années pour les courants profonds. 200 millions d'années, c'est le temps qu'il faut à un morceau de roche pour descendre du sommet du manteau jusqu'au fond, se réchauffer au contact du noyau, remonter à la surface, refroidir et replonger. Pendant ce temps, à la surface, des continents entiers se sont formés, ont dérivé, se sont fracassés les uns contre les autres, ont formé des supercontinents, se sont à nouveau séparés. Des océans se sont ouverts et refermés. Des chaînes de montagnes se sont élevées et ont été rasées par l'érosion. Des milliers d'espèces sont apparues et ont disparu. Mais le manteau, lui, continue tranquillement son mouvement circulaire, inlassablement, sans se presser. Comme une horloge géologique dont les aiguilles mettraient des millions d'années à faire un tour. Et c'est ce moteur, cette convection invisible, qui dicte tout ce qui se passe en surface. Les volcans, c'est le manteau qui crache sa chaleur. Les tremblements de terre, c'est le manteau qui fait bouger les plaques. Les montagnes, c'est le manteau qui pousse les continents les uns contre les autres avec une force irrésistible. Nous vivons sur la peau d'une planète vivante, une planète qui respire, qui pulse, qui se transforme. Et nous sommes tellement petits, tellement éphémères, que nous ne voyons qu'un instant figé de cette transformation. Mais si nous pouvions accélérer le temps, si nous pouvions regarder la Terre vivre à sa propre échelle temporelle, nous verrions quelque chose de stupéfiant. Nous verrions les continents danser. Il était une fois, il y a très longtemps, tous les continents étaient réunis. Imaginez la carte du monde entière, condensée en un seul morceau de terre, entouré d'un océan sans fin. Ce supercontinent s'appelait la Pangée. Pangée, du grec ancien, signifie toute la terre. Et c'est exactement ce que c'était. Toute la terre émergée rassemblée au même endroit. L'Amérique du Sud collée contre l'Afrique, l'Amérique du Nord contre l'Europe, l'Inde coincée entre l'Afrique et l'Antarctique, l'Australie accrochée au flanc de l'Antarctique. Un puzzle géant où tous les morceaux s'emboîtaient parfaitement. La Pangée a existé entre 320 millions et 195 millions d'années. À cette époque, si vous aviez voulu faire le tour du monde, vous auriez pu le faire à pied. Enfin, si vous aviez survécu au désert brûlant du centre du continent, aux tempêtes de sable, aux monstres préhistoriques qui régnaient alors sur la planète. Mais la Pangée n'était pas le premier supercontinent. Loin de là. Les scientifiques pensent qu'il y en a eu au moins 5 ou 6 avant elle. Valbara, il y a plus de 3 milliards d'années. Kenorland, il y a 2 milliards 600 millions d'années. Columbia, il y a 1 milliard 800 millions d'années. Rodinia, il y a 1 milliard d'années. Et avant la Pangée, il y avait probablement Pannosia, il y a 600 millions d'années, même si les preuves sont moins claires. Chaque fois, le même cycle. Les continents se rassemblent. Ils forment un supercontinent. Le supercontinent reste stable pendant quelques dizaines de millions d'années. Puis, il commence à se fissurer. Des failles s'ouvrent. Du magma remonte. De nouveaux océans naissent. Les morceaux s'éloignent les uns des autres. Et lentement, très lentement, ils dérivent à travers le globe jusqu'à se retrouver de l'autre côté de la planète. Là, ils commencent à se rapprocher à nouveau. Les océans entre eux rétrécissent. Et finalement, boum, collision. Un nouveau supercontinent se forme. Le cycle recommence. Ce cycle porte un nom. Le cycle de Wilson, du nom du géologue canadien John Tuzo Wilson, qui l'a théorisé dans les années 60. Un cycle de Wilson complet dure environ 500 millions d'années. C'est le temps qu'il faut pour qu'un océan s'ouvre, s'élargisse, jusqu'à atteindre sa taille maximale, puis commence à se refermer et disparaisse complètement quand les continents de part et d'autre se percutent. Actuellement, nous sommes au milieu d'un cycle. La Pangée s'est disloquée il y a environ 200 millions d'années. Les morceaux dérivent depuis. L'Atlantique s'ouvre, le Pacifique se referme. Nous sommes dans la phase d'expansion maximale. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que tout s'inverse. Avant que les continents commencent à se rapprocher à nouveau. Avant qu'ils se cognent et fusionnent en un nouveau supercontinent. Comment savons-nous que ces supercontinents ont existé ?
Les preuves sont partout. D'abord, il y a la forme des côtes. Regardez l'Amérique du Sud et l'Afrique sur une carte. Vous voyez comment elles s'emboîtent comme deux pièces de puzzle ? Ce n'est pas une coïncidence. Elles faisaient partie du même morceau de terre. On peut même tracer la ligne de fracture avec une précision étonnante. Ensuite, il y a les roches. Des formations rocheuses identiques se retrouvent de part et d'autre de l'Atlantique. Les mêmes types de granit, les mêmes couches sédimentaires, les mêmes signatures chimiques, comme si une montagne avait été coupée en deux et que les morceaux avaient été séparés de plusieurs milliers de kilomètres. Et puis il y a les fossiles. Des fossiles de Mésosaurus, un petit reptile aquatique, trouvé à la fois au Brésil et en Afrique du Sud. Mésosaurus ne pouvait pas traverser l'océan Atlantique, mais il n'avait pas besoin de le faire. À son époque, il n'y avait pas d'océan Atlantique. Il suffisait de marcher d'un continent à l'autre. Les preuves paléomagnétiques sont encore plus convaincantes. Quand la lave refroidit et se solidifie, les minéraux magnétiques qu'elle contient s'orientent selon le champ magnétique terrestre du moment. C'est comme une boussole figée dans la roche. En étudiant l'orientation de ces minéraux dans des roches d'âges différents, les géologues peuvent reconstituer la position des continents à différentes époques. Ils peuvent savoir où se trouvait le pôle Nord à tel ou tel moment. Ils peuvent tracer les trajectoires des continents au fil du temps. Et quand ils font ça, ils voient clairement les continents se rassembler, former la Pangée, puis se séparer à nouveau. C'est comme regarder un film à l'envers, puis à l'endroit. Les pièces du puzzle se rassemblent, puis se dispersent. Et maintenant que nous comprenons le mécanisme, nous pouvons jouer le film vers l'avant. Nous pouvons prédire où vont les continents. Nous pouvons imaginer à quoi ressemblera la Terre dans des millions d'années. Et ce que nous voyons est terrifiant. L'Atlantique continue de s'élargir. Chaque année, quelques centimètres de plus. Mais cette expansion ne peut pas durer éternellement. Un jour, le mouvement s'inversera. Comment le savons-nous ? Parce que l'Atlantique n'est qu'un bébé océan. Il est jeune, il grandit, mais il finira par vieillir. Et les vieux océans finissent toujours par se refermer. Regardez le Pacifique. Il est bordé de zones de subduction tout autour, ce qu'on appelle la ceinture de feu. Des plaques plongent sous d'autres plaques. L'océan se réduit. Dans quelques centaines de millions d'années, le Pacifique aura disparu. Et quand un océan disparaît, les continents de chaque côté se percutent. C'est inévitable. C'est la logique même de la tectonique des plaques. Si une plaque plonge quelque part, elle doit bien entraîner le continent qui se trouve dessus. Et si ce continent se rapproche d'un autre continent, ils finiront par se rencontrer, avec violence, avec une force capable de soulever des montagnes hautes de plusieurs kilomètres et de broyer tout ce qui se trouve sur leur passage. Voilà où nous en sommes. La Terre respire, les continents dansent, le cycle continue. Et bientôt, très bientôt à l'échelle géologique, nous allons assister à la naissance d'un nouveau supercontinent, un monstre qui changera tout. Avance rapide. Nous sautons 250 millions d'années dans le futur. L'humanité a disparu depuis longtemps. Les villes sont tombées en ruines, ont été ensevelies, puis effacées. Les océans ont monté et descendu, le climat a changé des dizaines de fois. De nouvelles espèces ont évolué, ont dominé la planète, se sont éteintes. Mais la Terre, elle, continue sa danse. Et maintenant, le grand moment approche. L'Atlantique a cessé de s'élargir. Les plaques ont changé de direction. L'Amérique dérive vers l'Est. L'Afrique tourne lentement vers l'Ouest. L'Europe et l'Asie pivotent dans le sens horaire. Ils se rapprochent. Chaque million d'années, l'écart diminue de quelques centaines de kilomètres. L'océan entre eux rétrécit. Et puis, après 100 millions d'années de cette lente approche, ils se touchent. L'impact est titanesque. L'Amérique du Nord s'enfonce dans l'Europe. L'Amérique du Sud écrase l'Afrique. L'Inde, qui avait déjà percuté l'Asie il y a longtemps, continue de pousser vers le nord. L'Australie remonte et vient se coller contre l'Asie du Sud-Est. Tous les continents fusionnent. Ils se soudent en un seul bloc gigantesque. Ce nouveau supercontinent porte déjà un nom, même s'il n'existe pas encore. Pangée Ultima. La Pangée ultime. La dernière Pangée. Du moins pour quelques centaines de millions d'années, avant que le cycle ne recommence. Pangée Ultima ressemble à la Pangée originelle, mais en version encore plus massive, encore plus compacte. Imaginez un continent en forme de cercle irrégulier, avec un trou au milieu, une sorte de beigne géant. Ce trou, c'est les restes de l'océan Atlantique, complètement piégés à l'intérieur du supercontinent. Une mer fermée, coupée du reste des océans du monde. Les scientifiques l'appellent déjà la mer médipangéenne. Et cette mer deviendra un enfer toxique. Sans apport d'eau fraîche des océans extérieurs, sans courant pour la rafraîchir, la mer médipangéenne va cuire sous le soleil. L'évaporation sera intense. La salinité va monter en flèche. L'eau va devenir de plus en plus salée, de plus en plus chaude, de plus en plus pauvre en oxygène. Les organismes marins vont suffoquer. Leurs cadavres vont pourrir au fond.
La mer va devenir un bouillon empoisonné qui rejettera des vapeurs toxiques dans l'atmosphère environnante. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est la chaleur. Pangaea Ultima va se former près de l'équateur, pas au pôle, pas dans une zone tempérée, non, en plein sous les tropiques. Et un supercontinent sous les tropiques, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'un continent géant crée son propre climat infernal. Les côtes seront peut-être à peu près vivables, l'océan tempérera un peu les températures, mais l'intérieur sera un désert brûlant. Pensez aux déserts actuels, comme le Sahara ou le désert d'Arabie. Maintenant, multipliez leur taille par 10, par 20. Étendez-les sur des milliers et des milliers de kilomètres. Coupez toute source d'humidité. Vous obtenez un cœur continental où la pluie ne tombe jamais, où le soleil cogne sans pitié, où les températures grimpent jusqu'à 40, 50, 60 degrés à l'ombre. Sauf qu'il n'y a pas d'ombre. Les modèles climatiques sont formels. Dans le pire des scénarios, avec des niveaux de dioxyde de carbone qui atteindraient 1120 parties par million, soit presque le triple des niveaux actuels, seulement 8% de la surface de Pangaea Ultima serait habitable pour des mammifères. 8%. Le reste serait trop chaud, trop sec, ou les deux. Les régions côtières et polaires, voilà tout ce qui resterait. 92% du continent serait une zone morte. Et d'où viendrait ce surplus de dioxyde de carbone ? De l'activité volcanique. Parce qu'un supercontinent en formation, c'est une période de volcanisme intense. Quand les continents se percutent, quand les plaques se fracturent et plongent dans le manteau, quand la croûte se déforme et se plisse, le magma trouve des chemins pour remonter. Des volcans s'allument tout autour de l'ancien océan Atlantique, là où les plaques ont fusionné. Une ceinture de feu comparable à celle qui entoure le Pacifique aujourd'hui. Ces volcans crachent des quantités phénoménales de gaz, du dioxyde de carbone, du soufre, des cendres. Ils empoisonnent l'atmosphère, ils réchauffent le climat. Ils transforment Pangaea Ultima en four. Et ce n'est pas tout. Le Soleil lui-même sera plus chaud. Dans 250 millions d'années, notre étoile aura brûlé un peu plus de son hydrogène. Son cœur se sera un peu contracté. Les réactions de fusion seront un peu plus intenses. Résultat, le Soleil émettra 2,5% d'énergie en plus. 2,5%, ça semble peu. Mais ajoutez ça à un continent géant sous l'équateur et à une atmosphère chargée de CO2, et vous obtenez des températures insoutenables. Les modèles climatiques prédisent des maximums de 40 à 50 degrés dans les zones habitables. Dans les déserts intérieurs, on parle de 60, 70, peut-être même 80 degrés. À ces températures, les mammifères ne peuvent pas survivre. Leur système de régulation thermique, basé sur la transpiration, ne fonctionne plus. L'air est si chaud qu'il réchauffe le corps au lieu de le refroidir. Les organes commencent à défaillir. Le cerveau surchauffe. La mort survient en quelques heures. Alors qui survivra ? Pas grand monde. Les mammifères, qui ont prospéré sur Terre pendant des centaines de millions d'années, qui ont survécu à l'extinction des dinosaures, qui se sont adaptés à tous les climats, qui ont colonisé chaque continent, chaque île, chaque recoin de la planète, ces mammifères-là n'auront aucune chance. Ils seront éliminés, effacés. Peut-être qu'une poignée d'espèces survivra près des pôles ou sur les côtes, mais la majorité disparaîtra. Une extinction de masse, comparable à celle qui a tué les dinosaures, comparable à celle de la fin du Permien, la pire extinction de l'histoire de la Terre, celle qui a rayé 95% de la vie marine et 70% de la vie terrestre. Pangaea Ultima sera le théâtre d'une nouvelle grande extinction. Et les mammifères en seront les principales victimes. Les seuls qui s'en sortiront seront peut-être les reptiles, les animaux à sang froid, qui peuvent ralentir leur métabolisme, qui peuvent survivre sans manger pendant des semaines, qui tolèrent mieux la chaleur, les serpents, les lézards, les tortues. Ils hériteront de Pangaea Ultima. Ils deviendront les nouveaux maîtres du monde, pendant quelques millions d'années, jusqu'à ce que le supercontinent se disloque à nouveau et que le cycle recommence. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que Pangaea Ultima ne restera pas figée. Dans 400 à 500 millions d'années après sa formation, elle commencera à se fissurer. Des rifts s'ouvriront, du magma jaillira, de nouveaux océans naîtront, les morceaux s'éloigneront, et petit à petit, sur des dizaines de millions d'années, Pangaea Ultima se désintégrera. Les continents repartiront à la dérive, certains iront vers le nord, d'autres vers le sud. Ils se disperseront à nouveau aux quatre coins du globe. Le climat se radoucira, les océans tempéreront les températures, la vie reviendra, de nouvelles espèces évolueront. Et dans quelques centaines de millions d'années encore, les continents se rapprocheront à nouveau, formeront un autre supercontinent, peut-être différent, peut-être au pôle cette fois-ci, qui sait. Le cycle continuera, encore et encore, jusqu'à ce que la Terre elle-même meure. Mais ça, c'est une autre histoire, pour dans plusieurs milliards d'années. Pour l'instant,
nous devons comprendre quelque chose de plus immédiat et de plus terrifiant. Comment tout ce que nous construisons, tout ce que nous sommes, sera effacé bien avant que Pangaea Ultima ne se forme. Parce que la Terre a une machine à broyer l'épreuve, et cette machine est déjà en marche. Les zones de subduction sont les endroits les plus violents de la planète. Ce sont des fosses abyssales où le plancher océanique se replie sur lui-même et plonge dans les profondeurs. Imaginez un tapis roulant géant qui descend vers l'enfer. La plaque océanique, froide et dense, glisse sous une autre plaque et s'enfonce dans le manteau à plusieurs centimètres par an. Ça semble lent, mais cette lenteur cache une violence inouïe, parce que les plaques ne glissent pas en douceur. Elles se coincent, elles se bloquent. La pression s'accumule pendant des décennies, parfois des siècles. Les roches se déforment, se compressent, se tordent sous la contrainte. Et puis un jour, ça lâche. Toute l'énergie accumulée se libère d'un coup. Un tremblement de terre cataclysmique, un séisme de magnitude 9. Le sol tremble pendant 4-5 minutes d'affilée. Les villes s'effondrent. Les côtes sont englouties par des tsunamis hauts comme des immeubles. Des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes meurent en quelques heures. C'est ce qui s'est passé au Japon en 2011. C'est ce qui s'est passé en Indonésie en 2004. C'est ce qui se passera encore, parce que les zones de subduction ne dorment jamais. Mais les tremblements de terre ne sont qu'un effet secondaire. Le vrai travail des zones de subduction, c'est de recycler la croûte terrestre. Chaque année, des dizaines de kilomètres cubes de plancher océanique plongent dans le manteau. Des roches qui se sont formées au fond des océans, qui ont accumulé des sédiments pendant des millions d'années, qui portent les traces de tout ce qui s'est déposé à leur surface. Tout ça descend, tout ça s'enfonce. À mesure que la plaque plonge, la pression augmente, la température grimpe, les roches se transforment, elles changent de structure cristalline, elles deviennent plus denses, plus compactes. L'eau piégée dans les minéraux est expulsée. Cette eau remonte, fait fondre les roches environnantes et alimente les volcans qui bordent la zone de subduction. C'est comme ça qu'on obtient les ceintures volcaniques. La ceinture de feu du Pacifique, par exemple, n'est rien d'autre qu'un chapelet de zones de subduction qui encerclent tout l'océan. Mais continuons à descendre avec la plaque. À 100 km de profondeur, les tremblements de terre deviennent plus rares. À 200 km, ils sont exceptionnels. À 300 km, on atteint les profondeurs maximales où les séismes se produisent encore. Au-delà, les roches sont tellement chaudes qu'elles ne cassent plus. Elles coulent. Elles se déforment de manière plastique. La plaque continue de descendre, mais maintenant, elle le fait en silence. Plus de secousses, plus de fracas. Juste un lent naufrage dans les abysses du manteau. Et pendant ce naufrage, quelque chose de fascinant se produit. La plaque commence à fondre. Pas complètement, pas d'un coup, mais par morceaux. Les parties les plus légères, les sédiments à la surface, les roches riches en silice, commencent à se liquéfier. Ce magma, plus léger que les roches environnantes, remonte. Il finit par atteindre la surface et former de nouveaux continents. C'est comme ça que la croûte continentale se fabrique. C'est comme ça que la Terre produit ses terres émergées, par distillation fractionnée de la croûte océanique. Le reste, la partie dense, continue de couler. À 600 km de profondeur, à 1000 km, à 2000 km. Certaines plaques sont descendues tellement profond qu'elles reposent maintenant au fond du manteau, à la frontière avec le noyau, à près de 3000 km sous la surface. Les sismologues les ont détectées grâce aux ondes sismiques. Ce sont des zones où les ondes se propagent plus vite que la normale, signe que la roche y est plus froide et plus dense. Ces plaques sont comme des cimetières de croûte terrestre englouties il y a des centaines de millions d'années. Des plaques qui portaient des continents, des océans, peut-être des formes de vie, peut-être même des civilisations. Tout ça a coulé, tout ça a été digéré par la Terre, et dans quelques centaines de millions d'années, ces plaques seront complètement assimilées. Elles seront réchauffées, elles finiront par remonter avec les courants de convection. Elles redeviendront du manteau actif. Le cycle sera bouclé. Maintenant, posez-vous cette question. Si une plaque peut descendre à 3000 km de profondeur, qu'est-ce qui l'empêche d'emporter avec elle tout ce qui se trouve à sa surface ? Absolument rien. Les zones de subduction sont des broyeurs, des incinérateurs géologiques. Tout ce qui se trouve sur une plaque océanique qui plonge est condamné. Les sédiments marins, les fossiles, les épaves de bateaux, les câbles sous-marins, les débris de satellites qui ont fini leur course au fond de l'océan. Tout ça disparaît dans le manteau. Et si une ville côtière était construite sur une plaque qui plonge, elle serait entraînée, elle serait écrasée, elle serait fondue. Dans 100 millions d'années, il n'en resterait rien. Même pas des ruines, même pas des fondations. Juste peut-être quelques anomalies chimiques dans les roches du manteau, si quelqu'un savait où chercher et quoi chercher. Les zones de subduction ne font pas de distinction, elles avalent tout. La croûte océanique, oui, principalement.
mais parfois aussi des morceaux de croûte continentale. Quand deux continents se percutent, l'un peut être partiellement entraîné sous l'autre. Pas complètement, parce que la croûte continentale est trop légère pour descendre très profond, mais assez pour que des dizaines, voire des centaines de kilomètres de territoire soient engloutis, comprimés, métamorphosés. L'Inde, quand elle a percuté l'Asie il y a 50 millions d'années, a perdu une partie de sa masse dans le processus. Des morceaux de croûte indienne ont été poussés sous le Tibet. Ils sont toujours là, écrasés, transformés en roches ultra haute pression, qui ne se forment qu'à plus de 100 km de profondeur. Des roches qui contiennent des diamants microscopiques formés sous la pression extrême. Et si ces roches n'étaient pas remontées à la surface par des mouvements tectoniques ultérieurs, nous ne saurions même pas qu'elles existent. Elles seraient toujours enfouies, invisibles, oubliées. Voilà la machine à détruire l'épreuve. Les zones de subduction effacent tout. Elles recyclent la croûte terrestre à une vitesse de plusieurs kilomètres cubes par an. Multipliez ça par des millions d'années et vous réalisez l'ampleur du massacre. Des continents entiers pourraient avoir été engloutis et nous ne le saurions jamais. Des océans entiers ont disparu sans laisser de traces visibles en surface. Seules les anomalies dans le manteau témoignent de leur existence passée. Et si une civilisation avait existé sur une de ces plaques, si des villes avaient été construites, si des monuments avaient été érigés, si des millions d'êtres intelligents avaient vécu leur vie sur une terre condamnée, dans 100 millions d'années, tout aurait disparu, broyé, fondu, réintégré au cycle. Et nous qui arriverions après, nous ne trouverions rien, pas une seule preuve de leur existence. Nous penserions que nous sommes les premiers, les seuls, les uniques. Mais peut-être que nous ne le sommes pas. Peut-être que d'autres sont venus avant. Et peut-être que la Terre a effacé toute trace de leur passage. Alors maintenant, la question devient personnelle. Que restera-t-il de nous ? Nous, l'humanité, avec nos 7 milliards d'individus, nos villes gigantesques, nos routes qui sillonnent les continents, nos satellites qui orbitent autour de la Terre, nos déchets qui s'accumulent partout. Nous avons transformé la planète. Nous avons laissé notre empreinte sur chaque centimètre carré de terre émergée. Sûrement, quelque chose va subsister, non ? Sûrement, dans des millions d'années, une future civilisation trouvera des traces de notre passage. Des ruines, des artefacts, des fossiles, quelque chose. La réponse va vous surprendre. Probablement, presque rien. Et voici pourquoi. Commençons par les bâtiments. Les gratte-ciels, les ponts, les barrages, les aéroports. Tout ce qui fait la fierté de notre civilisation moderne. Combien de temps ça tient sans entretien ? Quelques siècles, tout au plus. Le béton se fissure, l'acier rouille, le verre se brise. En 1000 ans, la plupart des structures modernes seront des tas de gravats. En 10 000 ans, elles seront méconnaissables. En 100 000 ans, elles seront pratiquement toutes retournées à la poussière. Les pyramides d'Égypte ont 4500 ans et elles tiennent encore debout. Pourquoi ? Parce qu'elles sont faites de blocs de pierre massives, sans acier, sans béton armé, juste de la roche empilée. Et même elles s'érodent lentement. Dans 1 million d'années, il ne restera que des bosses dans le paysage. Dans 10 millions d'années, même ces bosses auront disparu. Et nos gratte-ciels en acier et en verre, ils ne tiendront pas une fraction de ce temps. Mais bon, nous ne vivons pas que dans des gratte-ciels. Nous avons construit des routes, des tunnels, des mines, tout un réseau d'infrastructures enfouies dans le sol. Sûrement, ça va durer plus longtemps. En effet, les structures enterrées ont plus de chances de se préserver. Un tunnel peut se remplir de sédiments et être fossilisé. Une route peut être ensevelie sous des coulées de boue et se transformer en une fine couche dans la roche. Mais voilà le problème. Nous n'occupons qu'une toute petite partie de la surface de la Terre. Les villes, les routes, les zones industrielles, tout ça ensemble représente moins d'1% des terres émergées. Moins d'1%. Le reste, ce sont des forêts, des déserts, des montagnes, des terres agricoles. Et dans ces endroits, nos traces sont minimales. Quelques chemins de terre, quelques fermes isolées, rien qui puisse se fossiliser sur des millions d'années. Ensuite, il y a le problème de la localisation. La plupart de nos grandes villes sont construites sur les côtes ou près des côtes. Pourquoi ? Parce que nous aimons être près de l'eau. Parce que le commerce maritime a toujours été crucial. Parce que les deltas des fleuves offrent des sols fertiles. Mais les côtes, géologiquement parlant, sont les endroits les plus instables de la planète. Le niveau de la mer monte et descend. Les côtes sont érodées par les vagues. Les deltas se déplacent. Les sédiments s'accumulent et ensevelissent tout. Une ville côtière engloutie peut être préservée sous les sédiments, c'est vrai. Mais elle peut aussi être complètement détruite par les courants marins, dispersée, réduite en poussière. Et si la plaque océanique sur laquelle elle repose finit par plonger dans une zone de subduction, elle disparaît, complètement, sans laisser de traces. Alors peut-être que les fossiles humains vont subsister. Après tout, nous avons retrouvé des fossiles de dinosaures vieux de 65 millions d'années. Sûrement, des fossiles humains vont se former aussi. Le problème,
c'est que la fossilisation est un événement extrêmement rare. Pour qu'un organisme se fossilise, il faut qu'il soit rapidement enseveli après sa mort. Il faut qu'il soit protégé de l'oxygène, des bactéries, des charognards. Il faut que les conditions chimiques soient parfaites pour que les minéraux remplacent progressivement les tissus organiques. Et même dans ce cas, seules les parties dures se fossilisent. Les os, les dents, les coquilles. Les tissus mous disparaissent. Or, comment enterrons-nous nos morts aujourd'hui ? Principalement par crémation ou par inhumation dans des cercueils en bois, dans des cimetières, souvent dans des sols qui ne favorisent pas la fossilisation. Les os se décomposent, ils se dissolvent. Dans quelques milliers d'années, la plupart des squelettes auront disparu. Les dinosaures ont laissé des fossiles parce qu'ils étaient des millions d'individus répartis sur toute la planète pendant des dizaines de millions d'années. Certains sont morts dans des conditions parfaites pour la fossilisation. Des inondations soudaines qui les ont ensevelis dans la boue. Des éruptions volcaniques qui les ont recouverts de cendres. Des marécages où leurs corps se sont enfoncés dans la tourbe. Mais même avec tout ça, les fossiles de dinosaures sont incroyablement rares. On estime qu'on a retrouvé les restes de moins d'un dinosaure sur 1 million qui a vécu. Moins d'un sur 1 million. Appliquez ce ratio aux humains. 7 milliards d'humains aujourd'hui. Multiplions généreusement par 100 générations futures avant notre extinction hypothétique. Ça fait 700 milliards d'humains au total. 1 sur 1 million, ça ferait 700 000 fossiles humains qui se formeraient. Ça semble beaucoup. Mais étalez-les sur toute la surface de la Terre, enfouissez-les sous des kilomètres de sédiments, faites-les passer par des millions d'années d'érosion, de tectonique des plaques, de subduction. Combien en restera-t-il ? Peut-être quelques-uns, peut-être aucun. Bon, d'accord, pas de bâtiments, pas de fossiles humains. Mais nous avons laissé autre chose. Nous avons créé des matériaux que la nature n'avait jamais produits auparavant. Du plastique. Des milliards de tonnes de plastique. Ce truc ne se décompose pas. Il se fragmente en microplastiques, mais il ne disparaît pas. Sûrement, le plastique va persister dans la roche. Sûrement, une future civilisation trouvera une couche de plastique dans les strates géologiques et comprendra qu'une civilisation technologique a existé. Peut-être. Le plastique est effectivement plus résistant que la plupart des matériaux organiques. Enterré sous des sédiments, protégé de la lumière et de l'oxygène, il peut durer des millions d'années. Il se transformera lentement, perdra son hydrogène et son oxygène, se carbonisera, deviendra une sorte de film noir et cassant. Mais la structure microscopique pourra rester reconnaissable. C'est possible. Il y a aussi les isotopes radioactifs. Nous avons fait exploser des centaines de bombes nucléaires dans l'atmosphère au milieu du XXe siècle. Ces explosions ont dispersé du plutonium, du césium, du strontium, radioactifs partout sur la planète. Ces isotopes n'existent pas naturellement sur Terre. Leur présence dans les couches géologiques est une signature indubitable d'une activité technologique. Le plutonium 1309, par exemple, a une demi-vie de 24 000 ans. Donc dans 24 000 ans, il n'en restera que la moitié. Dans 48 000 ans, un quart. Dans 1 million d'années, il aura pratiquement disparu. Mais une civilisation qui chercherait dans les bonnes couches, avec les bons instruments, pourrait détecter des traces. Peut-être. Et puis il y a les altérations chimiques à grande échelle. Nous avons brûlé des quantités phénoménales de combustibles fossiles. Nous avons libéré du CO2 qui était piégé sous terre depuis des millions d'années. Nous avons changé le ratio des isotopes de carbone dans l'atmosphère. Cette signature chimique se retrouve dans les couches de glace, dans les sédiments marins, dans les cernes des arbres. Une future civilisation pourrait analyser ces couches et détecter une anomalie, un pic de CO2 anormalement élevé, un changement brusque du climat. Et en creusant plus profond, en cherchant d'autres indices, il pourrait reconstituer l'histoire. Il pourrait comprendre qu'une civilisation industrielle a existé. Peut-être. Mais voilà le hic. Tous ces indices sont subtils. Ils nécessitent des instruments de mesure ultra précis. Ils nécessitent de savoir quoi chercher et où chercher. Et surtout, ils nécessitent que ces couches géologiques soient encore accessibles. Si elles ont été enfouies sous des kilomètres de sédiments, si elles ont été emportées par l'érosion, si elles ont été englouties dans une zone de subduction, elles sont perdues, à jamais. La Terre ne garde pas de registre permanent. Elle efface, elle recycle, elle oublie. Et dans ce grand oubli, des civilisations entières peuvent disparaître sans laisser qu'une trace infime, presque indétectable. Alors imaginons. Imaginons qu'une nouvelle espèce intelligente évolue sur Terre dans 50 millions d'années. Peut-être des descendants des rats, peut-être une nouvelle branche des oiseaux, peut-être des pieuvres qui ont colonisé la terre ferme. Peu importe. Cette espèce devient intelligente. Elle développe des outils. Elle construit une civilisation. Et un jour, leurs scientifiques commencent à étudier la géologie de leur planète. Ils forent, ils creusent, ils analysent les roches. Que vont-ils trouver ? Ils trouveront des couches de sédiments datant de différentes époques. Ils verront les traces de plusieurs extinctions de masse.
Ils reconstitueront l'histoire de la vie sur Terre. Ils découvriront les dinosaures. Ils découvriront les mammifères. Mais nous, trouveront-ils la moindre trace de l'humanité ? Peut-être verront-ils une fine couche géologique correspondant à notre époque. Une couche enrichie en certains éléments. Du plomb, du mercure, des métaux lourds dispersés par notre industrie. Une concentration anormale de certains isotopes. Un pic de CO2 dans les carottes de glace, si la glace a survécu. Quelques fragments de plastique fossilisés, transformés en films de carbone noir. Mais des villes, des routes, des machines, des squelettes humains, probablement rien. Ou si peu que ça passerait inaperçu. Ils regarderaient cette fine couche et se demanderaient ce qui s'est passé. Ils verraient qu'il y a eu un changement climatique rapide. Ils verraient qu'il y a eu une extinction. Mais comprendraient-ils qu'une civilisation technologique a existé ? Comprendraient-ils que des milliards d'êtres intelligents ont vécu, ont construit, ont pensé, ont rêvé ? Peut-être pas. Peut-être qu'ils concluraient à un événement géologique banal, une éruption volcanique massive, un impact d'astéroïdes, un changement dans la circulation océanique. Il manquerait le plus important. Ils ne sauraient jamais que nous avons existé. Et l'ironie, c'est que nous faisons probablement la même chose en ce moment. Nous étudions les couches géologiques anciennes. Nous analysons les extinctions passées. Nous cherchons des fossiles. Mais peut-être qu'il y a 50 millions d'années, ou 100 millions, ou 200 millions, une autre civilisation existait. Une civilisation qui a prospéré pendant des milliers d'années, puis a disparu. Une civilisation dont toutes les traces ont été effacées par la tectonique des plaques, par l'érosion, par la subduction. Et nous ne le savons pas. Nous ne le saurons jamais. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse silurienne, du nom d'une série télévisée de science-fiction. L'idée que des civilisations intelligentes ont pu exister dans le passé profond de la Terre, et que nous ne pouvons pas les détecter parce qu'elles n'ont laissé aucune trace durable. Les scientifiques qui ont formalisé cette hypothèse ne pensent pas vraiment qu'une telle civilisation a existé, mais ils posent la question sérieusement. Quelles seraient les signatures géologiques d'une civilisation industrielle ? Et ces signatures seraient-elles détectables après des dizaines de millions d'années ? La réponse les a surpris eux-mêmes. Probablement pas, ou du moins très difficilement. Il faudrait chercher aux bons endroits. Il faudrait savoir quoi chercher. Il faudrait avoir de la chance. Beaucoup de chance. Et si nous voulons que la prochaine civilisation nous trouve, si nous voulons laisser un message qui survive à des millions d'années, où devrions-nous le mettre ? Pas sur Terre. La Terre efface tout. Mais la Lune n'a pas d'atmosphère, pas d'érosion par le vent ou la pluie, pas de tectonique des plaques. Les empreintes de pas laissées par les astronautes d'Apollo sont toujours là, 50 ans plus tard. Elles seront encore là dans 1 million d'années. Les drapeaux auront été blanchis par les radiations solaires, mais les traces resteront. Si nous voulions laisser un message permanent, c'est là-bas qu'il faudrait le graver, dans la roche lunaire, à l'abri de l'oubli terrestre, ou sur Mars, ou sur un astéroïde, n'importe où, sauf sur la Terre vivante, qui ne garde rien, qui recycle tout, qui efface le passé pour faire place au futur. Voilà où nous en sommes. Nous vivons sur un radeau de pierre qui dérive sur un océan de roches en fusion. Sous nos pieds, des courants invisibles déplacent les continents. Devant nous, dans 250 millions d'années, attend Pangée Ultima, un supercontinent brûlant qui effacera la plupart des formes de vie complexes. Et derrière nous, dans les profondeurs, les zones de subduction broient tout, engloutissent tout, effacent toute trace de ce qui a existé. Nous sommes des passagers temporaires. Nous occupons cette planète pour un instant infinitésimal à l'échelle géologique. Quelques milliers d'années de civilisation. Peut-être quelques milliers de plus si nous avons de la chance. Puis nous disparaîtrons. Et la Terre continuera. Elle reformera ses continents. Elle ouvrira et fermera ses océans. Elle verra naître de nouvelles espèces qui n'auront aucune idée que nous avons un jour foulé ce sol. Est-ce que c'est déprimant ? Peut-être. Ou peut-être que c'est libérateur. Peut-être que ça nous rappelle que nous ne sommes pas le centre de l'univers, que la planète ne nous appartient pas, qu'elle existait bien avant nous et qu'elle existera bien après. Peut-être que ça nous rappelle qu'il faut profiter du temps que nous avons, construire, créer, explorer, non pas pour laisser une trace éternelle, parce que cette trace n'existe pas, mais simplement parce que nous sommes là, parce que nous sommes vivants, parce que nous avons cette chance incroyable d'être conscients sur une planète vivante, dans un univers qui ne nous doit rien. La carte du monde sur votre mur n'est qu'une photo, un instantané d'une seconde, dans un film de 4 milliards d'années. Les continents bougent, les océans changent, les montagnes s'élèvent et s'effondrent. Et nous sommes là, témoins d'un moment unique dans cette danse éternelle. Un moment qui ne se reproduira jamais exactement de la même manière. Alors regardez cette carte différemment maintenant. Ne la voyez plus comme quelque chose de figé, mais comme une étape dans un voyage infini. Et souvenez-vous que sous vos pieds, en ce moment même,
La Terre bouge, lentement, inexorablement, vers un futur que nous ne verrons jamais, mais que nous pouvons imaginer. Si cette exploration des profondeurs cachées de notre planète vous a fasciné, si vous avez découvert quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à La Science Assoupie. Nous continuerons à explorer les mystères les plus vertigineux de l'univers, de l'histoire et de la science. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime comprendre le monde différemment. Et dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous laisser comme trace de votre passage sur cette Terre ? À bientôt pour une nouvelle exploration des merveilles cachées de notre cosmos.